Message post-production avant le début de la vidéo. J'ai préféré faire la vidéo en 2 parties par commodité à l'écoute. Il s'agit ici de la seconde partie. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans une divagation, c'est-à-dire un cheminement de pensée. Il s'agit de penser l'art de la parole, en ce qu'il est un objet philosophique et un objet de ce qu'on appelle les humanités. Troisième partie, l'objectif de la prise de parole. La prise de parole est pédagogique, même lors de débats. Prendre la parole, c'est un accompagnement, un cheminement vers quelque chose, une connaissance ou un consensus. L'objectif de la prise de parole dépend des publics. L'information sert à énoncer des faits. Le judiciaire, c'est convaincre de la culpabilité. L'art va exprimer des sentiments et peut donc être un besoin psychologique. Mais l'art dénonce également. L'objectif est alors politique. L'objectif de la parole politique sert à convaincre pour agir, pour plaire à l'auditoire, pour maintenir un pouvoir, etc. Ce sont des stratégies différentes. Il y a également l'importance du ton, des effets, l'intonation dans la voix. Il s'agit de s'entraîner à parler et à respirer. Gérer également les silences qui peuvent appuyer des propos, créer des chocs, servir l'humour, etc. La parole et les silences sont des outils dans l'éloquence. Pour ce point, je vous présente la lettre à Titinius Capito dans le recueil de textes L'art d'écrire par Pline le Jeune. Noble romain, neveu de Pline l'Ancien, né en 62 et mort en 113. Il était également historien, homme politique et écrivain. Je vous lis un extrait. J'ai plaidé des causes importantes et difficiles. J'ai l'intention de retoucher ces plaidoiries, même si je ne fonde pas sur elles de grands espoirs, pour éviter que tout ce travail ne disparaisse avec moi si je ne mets pas ma dernière main à ces discours. Car aux yeux de la postérité, toute œuvre inachevée n'est même pas commencée. Tu me diras, tu peux parfaitement revoir tes plaidoiries et écrire en même temps un livre d'histoire. Ah, si seulement c'était vrai. Mais ces 2 tâches demandent tellement de travail que je serais déjà bien content d'achever l'une ou l'autre. J'ai fait mes débuts au forum à 19 ans, et je commence tout juste aujourd'hui à voir ce qu'on exige d'un orateur. Et encore, je n'en ai pas une vision très claire. Que se passerait-il si je me chargeais en plus de ce nouveau fardeau ? L'histoire et l'éloquence ont certes beaucoup de points communs, mais les similitudes qu'elles semblent présenter mettent encore plus au jour leurs différences. Elles recourent toutes les deux à la narration, mais pas de la même manière. Une plaidoirie s'appuie souvent sur des faits ordinaires, insignifiants, tirés de la vie courante. L'histoire exige toujours des actes extraordinaires, grandioses, sublimes. L'une doit être sèche, musclée, nerveuse. L'autre doit être légèrement enveloppée et réclame une sorte de panache. Une plaidoirie requiert de la violence, du mordant, de la véhémence. L'attrait d'un livre d'histoire tient à la longueur de ses développements, à la douceur, voire au charme de son style. Enfin, le vocabulaire, la sonorité et la construction des phrases sont tout autres. Car il y a une différence de taille, comme le dit Thucydide, entre un trésor immortel et un morceau d'apparat, c'est-à-dire entre un ouvrage d'histoire et une plaidoirie. Voilà pourquoi je ne suis pas enclin à confondre et à mêler 2 genres différents, s'opposant sur leurs points essentiels. Je craindrais, troublé par une telle confusion, de faire ici ce qu'il me faudrait faire là. En attendant, je demande le renvoi de l'affaire, comme on dit dans notre jargon. De ton côté, songe dès maintenant à l'époque que je devrais surtout aborder, l'histoire ancienne sur laquelle d'autres ont écrit. J'ai tous les renseignements sous la main, mais leur analyse est écrasante. L'histoire récente, que personne n'a encore traitée, beaucoup d'outrages en vue et peu de remerciements. Car outre le fait qu'il y a moins de louanges à chanter que de reproches à faire en ces temps où les hommes s'abandonnent autant à leurs vices, on t'en voudra de n'avoir pas distribué assez d'éloges et prodigué trop de blâmes. Même si tu as loué les uns le plus chaleureusement du monde et blâmé les autres avec la plus grande réserve. Il est question d'un plaidoyer, qui est une défense des droits des individus, de la légitimité de ses actes. L'auteur explique qu'il retravaille ses écrits sous forme de discours, appris ou lus. L'écrit permettait d'améliorer l'oral ou de le garder. L'oral est pensé comme plus imparfait et plus impulsif. L'écrit permet aussi une étude plus approfondie, permet le commentaire, mais aussi d'achever les œuvres en leur assurant la postérité.
L'écrit prend du temps et maîtriser l'oral prend du temps également, comme se présenter sur les forums, équivalent latin de l'agora grecque. Il s'agissait d'un lieu public de discussion et de traitement des affaires. Pline le Jeune en vient à distinguer l'histoire, discipline de l'écriture, et l'éloquence, la parole permettant de traiter des affaires publiques et à laquelle l'auteur ne prête pas le statut d'art. L'histoire est extraordinaire, elle demanderait du panache. Il y a une langueur et un certain style. L'histoire est qualifiée de trésor par Thucydide, stratège athénien 495-400 avant Jésus-Christ. Mais il qualifiait l'éloquence d'apparat, quelque chose qui serait ordinaire, sec, et qui use de violence ou de véhémence, c'est-à-dire d'expression des sentiments. Mais quant à l'histoire, il faudrait faire attention à la confusion entre l'histoire ancienne et l'histoire récente. Pour l'auteur, tout le monde aurait fait l'histoire ancienne. Quant à l'histoire récente, nous manquerions de recul. Déjà dans l'Antiquité, il y avait les mêmes biais contemporains avec les appels à la nature de ce que seraient les choses et l'homme, et avec les discours du « c'était mieux avant ». Avant nous, il disait donc déjà ça. Il devient donc difficile d'établir la vérité et de ne pas s'en écarter. C'est pour cela que prendre la parole doit prendre du temps. L'utilisation de la parole demande l'utilisation d'une dialectique. C'est l'idée qu'il y a un caractère inséparable des propositions contradictoires, mais aussi des faits et des intérêts de chacun. Il s'agit de traverser un sujet de part en part avec la parole. Il y a des méthodes et considérations qui provoquent des effets. Il faut également tenir compte du caractère public ou privé de la parole. Le public sait se confronter à plusieurs personnes avec un accès plus ou moins libre pour des discours, des enseignements, etc. Le privé, c'est un cadre réservé à des personnes sélectionnées. Ces différents cadres ont différents objectifs. Il en va de même pour les arts, comme la poésie, et les mises en scène, comme le théâtre. Ce sont des effets différents. La parole nous pousse à l'action ou à la connaissance. C'est pour cela qu'il faut faire attention aux motivations et à la manière dont on reçoit la parole. La parole scientifique est formelle, déclarative et parfois difficile. Si la parole a pour objet la vérité, cela a pour objectif de nous informer pour construire un esprit critique, une capacité de réflexion, un guide pour notre action. Mais la parole sert aussi dans le jeu ou l'humour. Il s'agit de provoquer de la détente ou du bien-être. Parfois, les ragots peuvent faire du bien avec une baisse de pression psychologique. Les arts permettent plein de formes d'expression des sentiments ou diverses dénonciations politiques. Ces capacités d'expression dépendent des arts. Dans l'Antiquité, on pensait ces diverses formes d'expression selon les muses. Les muses, ce sont les 9 filles de Zeus et du titan Mnémosyne, maîtresse de la mémoire et des arts. Ici, l'art est à comprendre comme le faire quelque chose et travailler à quelque chose. Les muses sont Clio, muse de l'histoire, qui se préoccupe de la connaissance humaine, Euterpe, muse de la musique, qui se préoccupe du soin et du bien-être, Thalia, muse de la comédie, au service du bien-être également, Melpomène, muse de la tragédie, au service de la catharsis, Terpsichore, muse de la poésie et de la danse, qui sert le bien-être et l'occupation. C'est ce que l'on appelle tuer le temps. Erato, muse du chant nuptial, qui se préoccupe de la séduction, Polymnie, muse de la pantomime et de la rhétorique, au service de l'éducation. Uranie, muse de l'astronomie et de l'astrologie, qui pense les domaines de la réflexion, des sciences et du cosmos en tant qu'harmonie, beauté et justice. Enfin, il y a Calliope, muse de la poésie épique, qui pense les hommages. Les muses sont des allégories des forces qui inspireraient les artistes. Cela dépend de notre manière de percevoir les choses, de ce que cela éveille en nous. Il y a également une recherche d'authenticité. L'authenticité, c'est ce qui est vrai ou ce qui est sincère. C'est ce qui correspondrait à un vécu premier et vrai. Attention à ne pas confondre ce terme avec l'idée de bon vivant, de la simplicité, de la personne que l'on dit authentique. Il s'agit donc de penser à une forme de sincérité, une forme de vérité. Cela s'oppose au mensonge.
Nietzsche, philosophe, philologue, poète et compositeur allemand, né en 1844, mort en 1900, en a parlé dans Vérité et mensonge au sens extramoral. En tant que moyen de conservation des individus plus faibles, l'intellect déploie l'essentiel de ses forces dans la dissimulation, car elle est le moyen de conservation des individus plus faibles et moins robustes, dans la mesure où il leur est impossible d'affronter une lutte pour l'existence munie de cornes ou d'une mâchoire acérée de carnassier. C'est chez l'homme que cet art de la dissimulation atteint son point culminant. L'illusion, la flagornerie, le mensonge et la tromperie, la calomnie, l'ostentation, le fait de parer sa vie d'un éclat d'emprunt et de porter le masque, le voile de la convention, le fait de jouer la comédie devant les autres et devant soi-même. Bref, le perpétuel badinage qui partout folâtre pour le seul amour de la vanité sont chez lui à tel point la règle et la loi qu'il n'est presque plus rien de plus inconcevable que l'apparition, chez les hommes, d'un instinct de vérité honnête et pure. Ils sont profondément plongés dans les illusions et les rêves. Leur regard ne fait que glisser à la surface des choses et ne voit que des formes. Leur perception ne conduit en aucune manière à la vérité, mais se borne à recevoir des excitations et joue en quelque sorte à tâtons dans le dos des choses. En outre, durant toute sa vie, l'homme se laisse tromper la nuit par ses rêves sans que jamais son sens moral ne cherche à l'en empêcher, alors qu'il doit bien y avoir des hommes qui, à force de volonté, ont réussi à se débarrasser du ronflement. Dans cet extrait, il est question de dissimulation. C'est une astuce de l'intellect pour permettre à l'individu de se conserver. Il y a donc un rapport entre le mensonge et la faiblesse. Plus l'individu est fort, plus il pourrait user de la vérité. La force, c'est un pouvoir qui dépend de nos capacités d'appréhension. L'homme utilise beaucoup la dissimulation. Cela comprend diverses formes de mensonges, mais pas seulement. Il y a également des procédés d'exagération et d'euphémisation. On use d'illusion, c'est-à-dire faire paraître vrai ce qui ne l'est pas pour cacher d'autres éléments. On use de flagornerie, c'est-à-dire que l'on flatte de manière exagérée pour endormir les individus. On use de calomnie, c'est-à-dire que l'on lance des fausses accusations. On use d'ostentation, c'est-à-dire que l'on montre des convictions de manière exagérée. Il y a également la dissimulation permise par la convention, etc., etc. Tous ces éléments servent la vanité, c'est-à-dire l'orgueil et l'égocentrisme des hommes. Pour l'auteur, c'est frivole, inutile, vain, c'est ce qui n'a pas grand effet. Il y a une vacuité des passions humaines face à la vie et à la mort. Dans la représentation artistique, on peut penser au tableau d'Igor Glick, Vanité. Ainsi, selon Nietzsche, il n'y aurait pas d'instinct de vérité chez l'homme. C'est la sécurité que nous procure le groupe qui permettrait la vérité ou qui lui serait favorable. Les paroles vraies, sociales, publiques ou artistiques sont les effets et causes qui nous permettent de nous passer de l'instinct. Mais il y a aussi l'idée que l'homme aime se laisser tromper. Comme dans les rêves. La morale n'y fait rien et est inutile. Mais les autres hommes, par la parole, peuvent libérer d'autres hommes. On peut faire un parallèle avec la pensée d'Erasme, philosophe, moine des Pays-Bas, né en 1466, mort en 1536, dans Éloge de la folie. Ainsi, nous imiterions ces rhéteurs de nos jours qui se croient des dieux pour user d'une double langue, comme les sensus et tiennent pour merveille d'insérer en leur latin quelques petits vocables grecs, mosaïques souvent hors de propos. Si les mots étrangers leur manquent, ils arrachent à des parchemins pourris 4 ou 5 vieilles formules qui jettent la poudre aux yeux du lecteur, de façon que ceux qui les comprennent se rengorgent, et que ceux qui ne les comprennent pas les admirent d'autant mieux. Les gens, en effet, trouvent leur suprême plaisir à ce qui leur est suprêmement étranger. Leur vanité y est intéressée. Ils rient, applaudissent, remuent l'oreille comme les ânes, pour montrer qu'ils ont bien saisi. C'est ça, c'est bien ça. Ici, l'auteur critique à la fois les orateurs et les auditeurs. La question est, pourquoi une prise de parole peut être jugée bonne ? La parole est garante de vérité, comme de l'inverse, garante de morale, comme de l'inverse. La politique en use pour l'exercice du pouvoir. Il peut y avoir la censure via des dogmes.
pour le respect, pour garantir l'obéissance, pour penser le sacré, etc. Il peut aussi y avoir l'idée de ne pas vouloir blesser autrui. Des individus peuvent s'auto-censurer. On peut aussi penser à l'usage de la politesse, qui sont des règles de comportement. C'est une question éthique. Une parole peut être jugée bonne sur ses critères, sur le respect des personnes ou des personnalités. Ce sont des questions de tolérance. Mais comment penser la tolérance par la parole ? Comment y parvenir ? Qu'est-ce qui justifie cette tolérance ? Et comment s'en rendre compte ? 4e partie, l'ouverture sur le monde. Il existe diverses manières de s'exprimer. L'expression donne des indices sur la personnalité de ceux qui s'expriment, comme l'humour. Il s'agit de savoir identifier les cadres, les propos, les procédés, etc. Plus que la personnalité, c'est ici l'identité de la personne qui est accessible par la parole. Quand quelqu'un parle, on peut penser son origine, son ethnie, son sexe, son genre, sa culture, sa religion, etc. Il y a une immense diversité. D'ailleurs, à l'époque grecque, un terme qui aujourd'hui est péjoratif, mais qui ne désigne que celui qui ne parlait pas le grec, c'était barbare. Que révèlent ces multiplicités ? Quel est le problème du barbare ? Eh bien, ce que cela révèle, c'est qu'il y a autant de visions du monde que d'individus, que d'origine, que d'ethnie, que de sexe, que de genre, que de culture, que de religion, etc. C'est lié à une découverte du monde avec une pluralité de cultures. Si cette expression est pensée comme processus naturel aux hommes, pourquoi tous les hommes ne s'expriment pas de la même manière ? C'est l'une des questions que s'est posée Maurice Merleau-Ponty dans Phénoménologie de la perception. On ne pourrait parler de signes naturels que si, à des états de conscience donnés, l'organisation anatomique de notre corps faisait correspondre des gestes définis. Or, en fait, la mimique de la colère ou celle de l'amour n'est pas la même chez un japonais et chez un occidental. Plus précisément, la différence des mimiques recouvre une différence des émotions elles-mêmes. Ce n'est pas seulement le geste qui est contingent à l'égard de l'organisation corporelle, c'est la manière même d'accueillir la situation et de la vivre. Le japonais en colère sourit, l'occidental rougit et frappe du pied ou bien pâlit et parle d'une voix sifflante. Il ne suffit pas que deux sujets conscients aient les mêmes organes ou le même système nerveux pour que les mêmes émotions se donnent chez tous deux les mêmes signes. Ce qui importe, c'est la manière dont ils font usage de leur corps. C'est la mise en forme simultanée de leur corps et de leur monde dans l'émotion. L'équipement psychophysiologique laisse ouverte quantité de possibilités et il n'y a pas plus ici que dans le domaine des instincts, une nature humaine donnée une fois pour toutes. L'usage qu'un homme fera de son corps est transcendant à l'égard de ce corps comme être simplement biologique. Il n'est pas plus naturel, ou pas moins conventionnel, de crier dans la colère ou d'embrasser dans l'amour que d'appeler table une table. Les sentiments et les conduites passionnelles sont inventés, comme les mots. Même ceux qui, comme la paternité, paraissent inscrits dans le corps humain sont en réalité des institutions. Il est impossible de superposer chez l'homme une première couche de comportement que l'on appellerait naturel et un monde culturel ou spirituel fabriqué. Tout est fabriqué et tout est naturel chez l'homme, comme on voudra dire, en ce sens qu'il n'est pas un mot, pas une conduite qui ne doive quelque chose à l'être simplement biologique, et qui en même temps ne se dérobe pas à la simplicité de la vie animale, ne détourne de leur sens les conduites vitales, pas une sorte d'échappement et par un génie de l'équivoque qui pourrait servir à définir l'homme. Les manières de s'exprimer seraient naturelles si les états de conscience, c'est-à-dire les ressentis, émotions, sentiments, donnaient les mêmes gestes déterminés chez tous les individus ayant une anatomie similaire. L'auteur prend l'exemple de la colère et de l'amour en comparant le japonais et l'homme occidental. En colère, le japonais affichera un sourire de façade, alors que l'occidental taperait du pied. Plus que l'expression du sentiment, ce serait également la manière de ressentir qui serait différente. Avoir les mêmes organes est insuffisant. Ce sont donc les éléments culturels qui diffèrent. Parmi ces éléments, il y a la manière d'utiliser son corps, et c'est le principe de l'expression. C'est ce que l'on appelle l'équipement psychophysiologique, comme la langue. Ce ne serait pas plus instinctif que construit. Il y a un usage du corps transcendant par rapport à la biologie, c'est-à-dire qu'on use du corps par notre esprit. Il n'y a pas qu'une question de nécessité naturelle.
Quand je vous parle, ce n'est pas une nécessité biologique. Mais il n'y a pas que ça. Et on ne peut pas quantifier le naturel et le culturel dans une réaction. Néanmoins, la forme est inventée. Nous avons inventé des mots. Ils sont conventionnels, mais utilisés sans que l'on y réfléchisse longuement. Attention à l'apparence. Même ce qui paraît naturel ne l'est pas. Cela paraît naturel par une utilisation irréfléchie, mais l'homme ne se résume pas à une superposition de trucs culturels et de trucs naturels. Tout est à la fois naturel et culturel chez l'homme. Il y a une simplicité animale, comme l'instinct, ou du moins l'instantanéité, et il y a une complexité chez l'homme, qui le définit. L'équivoque montre cette complexité, c'est-à-dire qu'il y a une multiplicité des sens dans les mots et dans les pratiques humaines. Cela nous montre que l'humanité est plurielle. Il y a plein d'évolutions, et donc plein de cultures, ce qui donne une place unique à l'homme dans le monde du vivant. Contrairement à la bête, l'homme peut se représenter et se construire ce monde dans lequel il vit, et qu'il est capable d'exprimer par la parole. Merci pour votre écoute et à bientôt.